Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à tous sur Talk Paris. Bonjour tout le monde. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, Coralie, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu étudies le français tous les jours, mais que tu te sens encore complètement perdu quand tu écoutes de vraies conversations en français? Oh oui. Par exemple, tu comprends très bien les mots dans ton manuel, puis un francophone commence à parler naturellement et tu te demandes « Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Exactement. Et si cela t'arrive, tu n'es vraiment pas seul. Beaucoup d'apprenants ressentent exactement la même chose. Et aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre ce problème. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler du type de pratique de compréhension orale en français dont tu as réellement besoin. Pas une pratique ennuyeuse et artificielle, mais une pratique qui ressemble au vrai français. Nous allons partager des conseils concrets, de vraies conversations et du français naturel que tu peux utiliser dans ta vie quotidienne. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin, parce que nous avons préparé quelque chose de vraiment spécial pour toi aujourd'hui. Fais-moi confiance, à la fin de cette vidéo, écouter du français te semblera déjà beaucoup plus facile. Tu es prêt ? C'est parti. D'accord, Guillaume. Commençons par la grande question. Pourquoi est-ce que comprendre le français oral est si difficile pour autant de personnes ? Oh, c'est une excellente question, Coralie. Je pense que la première raison, c'est la vitesse. Les francophones parlent souvent très vite dans la vie quotidienne. Oui. Les francophones ne parlent pas comme des robots. Ils ne disent pas toujours très lentement « Bonjour, comment allez-vous ?» Dans la vie réelle, tu peux entendre quelque chose comme « Salut, ça va ?» Exactement. Et la première fois que j'ai entendu certaines expressions prononcées très vite, je me suis demandé, mais c'est vraiment du français ? Je comprends. Et c'est un vrai problème pour les apprenants. Ils étudient le français à l'école, ils apprennent la grammaire, ils apprennent du vocabulaire, puis ils entendent une vraie conversation et, soudain, ça ressemble presque à une autre langue. Exactement. Et je pense qu'il y a une autre raison, la peur. Nous avons peur de ne pas comprendre, donc nous devenons nerveux. Et quand nous sommes nerveux, notre cerveau fonctionne moins bien. Oh, c'est tellement vrai. Le stress est un grand ennemi de la compréhension orale. Quand tu es nerveux, même des mots très simples peuvent commencer à sembler étranges. Oui, je me souviens d'une fois où quelqu'un m'a dit très rapidement « Ça roule ?» Et moi, j'ai pensé « Quoi ? Qu'est-ce qui roule ? Une voiture ?» Oh non. Et qu'est-ce que tu as répondu ? J'ai répondu « Une voiture ?» et la personne a ri. À ce moment-là, j'avais juste envie de disparaître. Oh, Coralie, c'est vraiment drôle. Mais en réalité, c'est une erreur très compréhensible, parce que « ça roule » ne parle pas vraiment de quelque chose qui roule. Oui, dans ce contexte, cela veut simplement dire quelque chose comme « Ça va ?» ou « Tout se passe bien ?» Exactement. Et maintenant, tu le sais. Mais la première fois que tu as entendu cette expression, tu n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Voilà pourquoi ce point est très important. Écoutez bien, une grande raison pour laquelle le français oral semble difficile, c'est que les francophones utilisent beaucoup de langage familier, des phrases courtes, des formes réduites, et des mots qu'on n'entend pas exactement comme on les voit dans un livre. Oui. Et en français parlé, il y a énormément de réductions. Par exemple, « je ne sais pas » peut devenir « je sais pas » ou simplement « je sais pas » dans une conversation très informelle. Et tu es peut parfois sonner presque comme t'es. Tu as devient souvent tas. Il y a peut devenir ya. Et quand tu écoutes, ces formes peuvent être très déroutantes, parce qu'elles sont différentes de ce que tu as appris dans ton manuel. Exactement. Dans un livre, tu peux lire « je ne sais pas ce que tu veux dire ». Mais dans une vraie conversation, tu peux entendre « j'ai pas ce que tu veux dire ». Oui, et c'est là qu'on comprend pourquoi certains apprenants ont l'impression que les francophones mangent des mots. Tout à fait. Prenons quelques exemples très importants. D'accord. Répétons-les lentement. C'est important. Tu es prêt ? Prête. Je ne sais pas peut devenir je sais pas. Par exemple, je sais pas quoi manger ce midi. Cela veut dire je ne sais pas quoi manger ce midi. Très bien. Il y a peut devenir ya. Par exemple, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Cela veut dire il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Et tu as devient très souvent ta. Par exemple, t'as le temps ? Cela veut dire tu as le temps ? Parfait. Et ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes ces formes familières immédiatement. Mais vous devez apprendre à les reconnaître, parce que vous allez les entendre très souvent. Très souvent. Tous les jours. Dans les films, les séries, les conversations, les vidéos, les podcasts et dans la rue. Plus tu les entends, plus elles deviennent naturelles. Et après quelque temps, tu les comprends sans avoir besoin d'y réfléchir. Exactement. La pratique est la clé. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Parlons maintenant d'une deuxième raison qui rend l'écoute difficile. Coralie, qu'en penses-tu ?
Je pense qu'une autre grande raison, ce sont les accents. Tous les francophones ne parlent pas exactement de la même manière. Le français de France peut être différent du français québécois, du français belge, du français suisse, ou encore de nombreux accents régionaux. Oh oui, les différences d'accent sont bien réelles. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu quelqu'un avec un accent québécois très marqué. Je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment du français ? J'ai ressenti la même chose. Certains accents peuvent paraître très différents quand on n'y est pas habitué. Et il peut aussi y avoir des mots différents. C'est vrai. Par exemple, en France, on peut dire faire du shopping ou faire les magasins, alors qu'au Québec, on peut entendre beaucoup plus facilement magasiner. Ou encore, certaines expressions quotidiennes peuvent changer selon la région, même si tout le monde parle français. Exactement. Donc, si tu apprends uniquement une variété de français et que tu en entends ensuite une autre, cela peut être très déroutant au début. Alors, que doivent faire les apprenants ? Mon conseil est simple. Commence avec un accent principal. Habitue-toi à cet accent. Puis expose-toi progressivement à d'autres accents. N'essaye pas de tout apprendre en même temps. C'est un très bon conseil, Guillaume. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Et rappelle-toi que même les francophones peuvent parfois avoir du mal à comprendre certains accents très régionaux. Ça me rassure, en fait. Moi aussi. Maintenant, parlons de quelque chose de très important, la différence entre l'écoute active et l'écoute passive. Oh oui, c'est essentiel. Je pense que beaucoup d'apprenants ne connaissent pas vraiment cette différence. Alors, je vais expliquer. L'écoute passive, c'est quand tu as du français qui joue en arrière-plan, un peu comme de la musique. Tu l'entends, mais tu ne fais pas vraiment attention. Par exemple, tu mets un podcast en français pendant que tu prépares le dîner. Le podcast continue, mais ton cerveau pense surtout aux légumes que tu dois couper ensuite. Exactement. Ça, c'est de l'écoute passive. Et elle a certains avantages. Tu t'habitues au son du français. Tes oreilles deviennent progressivement plus à l'aise avec la langue. Mais ce n'est pas suffisant tout seul. Si tu fais uniquement de l'écoute passive, tes progrès seront probablement beaucoup plus lents. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'écoute active ? L'écoute active, c'est quand tu te concentres complètement. Tu ne fais rien d'autre. Tu t'assois, tu écoutes attentivement, et tu essayes réellement de comprendre les mots, les phrases et les idées. Donc, c'est comme si tes oreilles et ton cerveau travaillaient ensemble au même moment. Exactement. Tes oreilles et ton cerveau sont complètement engagés. Tu participes mentalement. Même si tu es simplement en train d'écouter, ton cerveau travaille beaucoup. Et quels sont quelques exemples de pratiques d'écoute active ? Excellente question. Voici quelques exemples. Numéro 1, écoute un court extrait audio, peut-être 2 ou 3 minutes. Ensuite, arrête l'audio et essaye d'expliquer avec tes propres mots ce que tu viens d'entendre. Comme un résumé ? Oui, un petit résumé. Tu n'as pas besoin de te souvenir de chaque mot. Concentre-toi simplement sur les idées principales. De quoi parlait-il ? Quel était le message important ? J'adore cette méthode. Ça oblige vraiment le cerveau à travailler. Numéro 2, écoute et écris. C'est ce qu'on appelle une dictée. Tu écoutes du français et tu essayes d'écrire exactement ce que tu entends. Oh, la dictée. Oui, c'est un excellent exercice, parce que tu dois vraiment identifier chaque mot. Exactement. C'est difficile, mais c'est très efficace. Et quand tu as terminé, tu peux vérifier la transcription et voir quelle partie était difficile pour toi. Et ces parties difficiles sont justement celles que tu dois travailler davantage. Exactement. Tu identifies tes points faibles, puis tu les travailles. Et quel est le numéro 3 ? Le numéro 3, c'est écouter et répéter, ce que beaucoup de professeurs appellent le shadowing. Oh, le shadowing. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Je pense que certaines personnes ne connaissent pas encore cette méthode. Bien sûr. Le shadowing consiste à écouter une phrase en français, puis à essayer immédiatement de répéter les mêmes mots avec la même vitesse, le même rythme et une prononciation aussi proche que possible. Comme si tu devenais l'ombre de la personne qui parle. Oui, exactement. Tu la suis comme son ombre. Et c'est incroyable, pour améliorer à la fois la prononciation et la compréhension orale. 2 avantages en même temps. J'adore. Et ce qui est particulièrement intéressant avec le shadowing, c'est que tu commences à sentir comment le français sonne naturellement. Le rythme, l'intonation, les mots qui sont mis en valeur et les parties qui deviennent plus rapides. Parce que le français possède lui aussi un rythme particulier, n'est-ce pas ? Oui. Et l'un des points importants en français, c'est que les mots se regroupent souvent en groupes rythmiques. Les francophones ne mettent pas forcément un accent fort sur chaque mot séparément. Est-ce que tu peux donner un exemple ? Bien sûr. Prenons cette phrase « Je vais aller au supermarché ». D'accord. Si je la prononce très lentement, je peux dire « Je vais aller au supermarché ». Mais dans une vraie conversation, les mots se rapprochent beaucoup plus « Je vais aller au supermarché ». Donc les mots sont regroupés
et certaines syllabes sont beaucoup moins visibles. Exactement. Et quand on parle vite, certains sons peuvent aussi se réduire. Je vais aller au supermarché peut sonner beaucoup plus compact que ce que l'on imagine en regardant la phrase écrite. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles le français paraît si rapide. Oui. Quand tu comprends ce principe, tu arrêtes d'essayer de séparer artificiellement chaque mot. Tu commences à écouter des groupes de sons et des groupes de sens. Ça change complètement la manière d'écouter. Absolument. Et c'est quelque chose que les manuels n'expliquent pas toujours assez, alors que les francophones le font naturellement chaque fois qu'ils parlent. Alors, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'identifier parfaitement chaque mot séparément. Cherchez surtout les mots importants et le sens général. Très bon conseil. Maintenant, parlons des habitudes. Parce que pratiquer une seule fois ne suffit pas. Il faut écouter du français régulièrement, idéalement tous les jours, même pendant quelques minutes seulement. Je suis totalement d'accord. La régularité est plus importante que la durée. 10 minutes chaque jour sont souvent plus utiles que 2 heures une seule fois par semaine. Exactement. 10 minutes tous les jours. C'est déjà suffisant pour créer une vraie habitude. Si tu le fais régulièrement, ton français progressera énormément. Alors, quelles sont les habitudes quotidiennes qui fonctionnent vraiment? D'accord. Parlons-en une par une. Habitude numéro 1, le français du matin. Oh, je fais ça. Explique-nous. L'idée est très simple. Chaque matin, quand tu te réveilles, écoute un peu de français. Avant de regarder ton téléphone, avant de regarder les informations dans ta langue maternelle, fais simplement 10 minutes d'écoute en français. Et pourquoi le matin? Parce que le matin, ton cerveau est frais. Il est prêt à recevoir des informations. C'est un peu comme une éponge propre qui absorbe facilement ce qu'on lui donne. Oh, j'aime beaucoup cette image. Une éponge propre. Ton cerveau le matin est comme une éponge propre. Oui. Alors utilise ce moment intelligemment. Écoute un petit podcast en français comme celui-ci, un livre audio, ou regarde simplement une courte vidéo en français. Et je pense que cela aide aussi à commencer la journée en mode français. Ton cerveau commence déjà à penser à la langue dès le début de la journée. C'est tout à fait vrai. Tu commences ta journée en mode français, et cela t'aide à rester connecté à ton apprentissage pendant les heures suivantes. Quelle est l'habitude numéro 2? Habitude numéro 2, écouter du français pendant que tu fais autre chose. Oh, comme faire plusieurs choses en même temps? Oui, mais intelligemment. Par exemple, quand tu fais la vaisselle, mets un podcast en français. Quand tu vas marcher, écoute un livre audio en français. Quand tu vas au travail, écoute une émission ou une radio francophone. Donc, tu utilises du temps qui serait normalement vide. Exactement. Du temps perdu ou du temps mort. Tu le transformes en temps d'exposition au français, sans devoir ajouter une nouvelle activité dans ton emploi du temps. C'est vraiment intelligent, parce que beaucoup de personnes disent « je n'ai pas le temps d'apprendre le français ». Mais en réalité, elles ont souvent un peu de temps. Elles ne l'utilisent simplement pas de cette manière. Exactement. Tu as peut-être plus de temps que tu ne le crois. Il suffit de l'utiliser différemment. Et avec cette méthode, tu n'as même pas besoin de t'asseoir à un bureau pour étudier. Voilà. Tu écoutes simplement pendant que tu vis ta vie. Et ça ressemble davantage à de l'écoute passive, n'est-ce pas? Parce que tu fais autre chose en même temps. Oui. C'est de l'écoute passive. Nous avons dit qu'elle ne suffit pas toute seule, mais elle reste très utile. Elle garde le français dans ton environnement. Exactement. Elle maintient tes oreilles en contact avec la langue. Alors, il faut la combiner avec de l'écoute active. Exactement. Fais ton écoute active le matin quand ton cerveau est frais, puis utilise l'écoute passive pendant la journée quand tu es occupé avec d'autres choses. C'est un excellent système. Et habitude numéro 3, le français du soir, ou ce que j'appelle le moment de détente en français. Oh, j'aime bien cette idée. Le soir, avant de dormir, au lieu de faire défiler ton téléphone pendant 20 minutes, écoute quelque chose de calme et de lent en français. Un podcast tranquille, un livre audio lent ou une histoire simple. Et ton cerveau continue ensuite à organiser les informations pendant ton sommeil. Oui. Le sommeil joue un rôle important dans la consolidation de la mémoire. Donc, écouter du français juste avant de dormir peut aider ton cerveau à consolider ce que tu viens d'entendre. Waouh! Ça veut presque dire qu'on peut apprendre le français en dormant. Presque. Enfin, tu ne vas évidemment pas devenir bilingue simplement en dormant. Mais ton cerveau peut continuer à consolider certaines informations pendant le sommeil. C'est vraiment fascinant. Donc, 3 habitudes, le français le matin, le français pendant les activités de la journée, et un moment calme en français le soir. Voilà. C'est simple, mais très puissant. J'aime beaucoup ces habitudes parce que presque tout le monde peut les intégrer dans sa vie, même les personnes très occupées. Surtout les personnes très occupées. Maintenant, parlons de quelque chose de très pratique. Qu'est-ce qu'il faut réellement écouter? Quels types de contenus sont les meilleurs pour améliorer la compréhension orale en français? Oui, parce qu'il y a tellement de contenu disponible qu'on peut facilement se sentir perdu. Par où commencer?
Je sais. Cela peut donner l'impression d'être devant un immense océan, sans savoir dans quelle direction nager. C'est exactement cette sensation. Alors, je vais simplifier les choses et organiser mes conseils par niveau. Parce que ce qui fonctionne pour un débutant n'est pas forcément ce qui convient à un apprenant intermédiaire. Bonne idée. Commençons par les débutants. D'accord. Pour les débutants de niveau 1 à A2, le meilleur contenu doit être lent, simple et répétitif. La répétition est vraiment ton ami. La répétition. Ça veut dire entendre les mêmes choses plusieurs fois? Oui. Entendre le même vocabulaire, les mêmes structures grammaticales et les mêmes modèles de phrases encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Alors, quels types de contenus sont adaptés? Pour les débutants, je recommande des podcasts de français lent, comme celui-ci, des chaînes YouTube pour apprendre le français, des histoires simples pour enfants en français, et des applications d'apprentissage qui contiennent beaucoup d'audio. Des histoires pour enfants? Pour un adulte, ça peut sembler un peu gênant. Mais en réalité, c'est logique, non? C'est totalement logique. Réfléchis. Les histoires pour enfants utilisent souvent du vocabulaire simple, des phrases courtes, une prononciation claire et beaucoup de répétitions. Donc, en réalité, c'est parfait pour les débutants. Exactement. Et personne n'est obligé de savoir que tu écoutes des histoires pour enfants. Exactement. Ton secret est en sécurité avec nous. D'accord. Et pour les apprenants intermédiaires, Boonap 2? Pour les niveaux intermédiaires, tu peux commencer à te challenger davantage. Tu peux écouter de vrais podcasts destinés aux francophones, mais commence par des sujets que tu connais déjà et que tu apprécies. Oh, c'est intéressant. Pourquoi des sujets qu'on connaît déjà? Parce que lorsque tu connais déjà le sujet, tu peux utiliser tes connaissances pour t'aider à comprendre. Même si tu ne comprends pas chaque mot, tu peux t'appuyer sur le contexte. Tu peux deviner de quoi il parle. Exactement. Par exemple, si tu adores cuisiner, tu peux écouter un podcast de cuisine en français. Même si ton français n'est pas parfait, tu connais déjà l'univers de la cuisine, donc il est plus facile de suivre. Exactement. Utilise tes centres d'intérêt comme un avantage. Tu aimes le sport? Écoute des podcasts sportifs en français. Tu aimes la mode? Écoute des émissions sur la mode. Tu aimes la technologie? Cherche des podcasts francophones sur la technologie. Le français devient beaucoup plus agréable quand tu l'utilises pour découvrir des choses que tu aimes déjà. À 100%. Et quand tu apprécies ce que tu écoutes plus longtemps. Et plus tu écoutes, plus tu progresses. Donc, cela devient un cercle positif. Tu apprécies le contenu, tu écoutes davantage, tu progresses davantage, puis tu apprécies encore plus. Exactement. Un cercle vertueux. Et pour les apprenants de niveau B2 et plus? Là, tu peux commencer à regarder de vraies séries en français, de vrais films francophones et des informations destinées aux francophones. Sans sous-titres? D'accord, parlons des sous-titres. Mon conseil est de commencer avec des sous-titres en français, pas dans ta langue maternelle. Des sous-titres français. Oui, de cette manière, tes oreilles et tes yeux travaillent tous les deux en français. Ah, c'est intelligent. Parce que si tu utilises des sous-titres dans ta langue, ton cerveau lit simplement la traduction et il arrête d'écouter. Exactement. Notre cerveau aime prendre le chemin le plus facile. S'il peut lire dans ta langue maternelle, il va probablement le faire. Et tu arrêtes alors de pratiquer réellement la compréhension orale. Voilà. Alors, essaye d'utiliser des sous-titres en français. Puis, lorsque tu te sens plus à l'aise, essaie de les désactiver complètement. Ça peut sembler terrifiant. Je sais, mais voici un conseil. N'essaye pas de tout comprendre. Essaye simplement de comprendre l'idée principale et le sens général. Ne stresse pas pour chaque mot. C'est important, parce que parfois nous nous mettons beaucoup trop de pression. Nous pensons que nous devons comprendre absolument chaque mot, et quand ce n'est pas le cas, nous avons l'impression d'avoir échoué. Exactement. Et cette pression rend la compréhension encore plus difficile, parce qu'un cerveau stressé fonctionne moins bien qu'un cerveau détendu. Alors, détends-toi, respire, et cherche simplement l'idée générale. Voilà, l'idée générale d'abord. Les détails viendront avec le temps et la pratique. Maintenant, cette partie est vraiment importante. Nous allons parler de la parole enchaînée en français. C'est l'un des grands secrets pour comprendre le français rapide. Oh oui, je me souviens de la première fois que j'ai vraiment compris ce phénomène. C'était comme si une lumière s'allumait dans ma tête. Soudain, beaucoup de choses devenaient logiques. C'est une excellente façon de le décrire. Alors, expliquons. En français naturel, les gens ne prononcent pas toujours chaque mot comme une unité complètement séparée. Ils relient les sons entre eux. Exactement. Ils font des liaisons, des enchaînements, des élisions et parfois des réductions. Donc les mots se mélangent un peu les uns aux autres? Exactement. Et c'est une grande raison pour laquelle le français rapide semble difficile. Parce que les mots ne sonnent pas toujours exactement comme ils apparaissent sur la page.
Est-ce que tu peux donner quelques exemples? Absolument. Commençons par la liaison. La liaison se produit quand une consonne normalement silencieuse à la fin d'un mot est prononcée devant le mot suivant, qui commence par une voyelle. D'accord. Par exemple, les amis. Si tu regardes seulement les mots, tu vois les et amis. Mais dans la prononciation naturelle, on entend les amis. Les amis. Exactement. Essayons encore une fois. Les amis. Les amis. Très bien. Un autre exemple, vous avez. On entend la liaison vous avez. Vous avez. Voilà. Une fois que tu connais ce phénomène, tu commences à reconnaître beaucoup plus facilement les mots reliés. Et quel est le deuxième phénomène? Le deuxième, c'est l'enchaînement. C'est quand une consonne déjà prononcée à la fin d'un mot se rattache naturellement à la voyelle du mot suivant. Donc, le son se déplace presque vers le mot suivant? Exactement. Par exemple, avec elle. Quand on parle naturellement, cela sonne comme avec elle. Avec elle. Très bien. Ou encore une amie. On entend très clairement le lien entre les deux mots. Une amie. Une amie. Et quand tu n'es pas habitué à ces enchaînements, tu peux avoir l'impression qu'il s'agit d'un seul long mot. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'apprenants. Maintenant, parlons de l'élision. C'est lorsqu'un son ou une partie d'un mot disparaît dans la langue courante. Un son peut vraiment disparaître? Oui. Par exemple, à l'écrit, tu peux avoir « je ne sais pas ». Mais à l'oral, on entend souvent « j'ai pas ». Donc le ne disparaît complètement. Très souvent, oui. Surtout dans une conversation informelle. Un autre exemple? Tu es prêt devient très souvent « t'es prêt ». T'es prêt? Exactement. Donc un conseil pour les apprenants, si tu entends quelque chose qui ne ressemble pas exactement à la phrase écrite, il est possible que certains sons aient été réduits ou supprimés. Voilà. Et il faut utiliser le contexte pour reconstruire le sens. Le contexte est vraiment essentiel dans la compréhension orale. Absolument. Et il existe aussi des assimilations, lorsque certains sons s'influencent mutuellement dans une parole rapide. Oh, ça semble compliqué. Le terme paraît compliqué, mais tu n'as pas besoin d'être linguiste. L'idée importante, c'est simplement que dans une conversation rapide, les sons peuvent se modifier légèrement lorsqu'ils sont proches les uns des autres. Donc l'objectif n'est pas de mémoriser tous les termes techniques. Exactement. L'objectif est d'entraîner tes oreilles à reconnaître le français tel qu'il est réellement parlé. Alors, faisons un petit résumé. Premièrement, la liaison, certains sons apparaissent pour relier deux mots. Deuxièmement, l'enchaînement, un son se rattache naturellement au mot suivant. Troisièmement, les élisions et les réductions, certains sons ou mots deviennent beaucoup plus courts. Parfait. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de reproduire parfaitement tous ces phénomènes dès aujourd'hui. Mais tu dois apprendre à les reconnaître. Et le meilleur moyen de les reconnaître, c'est d'écouter beaucoup de français naturel. Exactement. Tes oreilles ont besoin d'entraînement comme tes muscles. Plus tu les utilises, plus elles deviennent efficaces. Maintenant, nous allons faire quelque chose de vraiment amusant. Nous allons voir plusieurs expressions françaises très courantes. Des expressions que tu entendras dans la vraie vie, dans les films, les séries et les conversations. Et ce sont justement des expressions que les manuels oublient parfois d'enseigner. Exactement. Commençons. Coralie, tu es prête? Prête. Première expression. Ça va. Facile. Cela peut vouloir dire « je vais bien ». Oui, mais attends. Cette expression peut aussi avoir d'autres fonctions selon le contexte. Par exemple, Si quelqu'un te propose quelque chose et que tu réponds « non merci, ça va », cela peut vouloir dire « non merci, je n'en ai pas besoin ». ah oui? Donc si quelqu'un demande « tu veux encore du café ?» et que je réponds « non merci, ça va », cela veut dire que j'en ai assez. Exactement. Le contexte est très important. Bonne chose à savoir. Expression suivante. Attends. Oh, attends. Qu'est-ce que cela signifie exactement dans une conversation? Cela signifie simplement « attends un moment » ou « attends une seconde ». Par exemple, « attends, je regarde mon téléphone ». Et parfois les gens disent « attends 2 secondes » ou « attends 1 minute ». Oui. Et toutes ces expressions veulent simplement dire « attends un peu ». Compris. Expression suivante. Désolé, c'est ma faute. Oh oui. Ou encore « c'est moi ». Exactement. Dans une conversation familière, quelqu'un peut aussi dire simplement « oups, désolé ». Par exemple, si tu bouscules quelqu'un accidentellement, tu peux dire « oh, pardon, désolé ». Exactement. Une excuse courte, rapide et naturelle. Expression suivante. C'est pour moi. Oh, c'est pour moi. Cela veut dire que quelque chose m'appartient? Parfois, oui. Mais au restaurant ou au café, cela peut aussi signifier
je paye. Ah, donc si mon ami dit « Ne t'inquiète pas, le déjeuner, c'est pour moi », cela veut dire qu'il va payer le déjeuner. Exactement. Donc, repas gratuit. Oui. Alors dis merci rapidement, avant qu'il change d'avis. Je le ferai. Expression suivante. Ça te dit? Ça te dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire « Est-ce que tu en as envie? Est-ce que ça t'intéresse? » Ou parfois « Qu'est-ce que tu en penses? » Donc, si quelqu'un dit « On va à la plage demain, ça te dit ?» il me demande si cette idée m'intéresse. Exactement. C'est une façon très naturelle et amicale de proposer quelque chose. Et c'est beaucoup plus court que de dire « Est-ce que tu aimerais venir avec nous à la plage demain ?» Beaucoup plus court. Faisons encore quelques expressions. Ça se tient. Oh, celle-là est intéressante. Ça se tient signifie que quelque chose est logique ou cohérent. Par exemple, quelqu'un explique son raisonnement, et je peux répondre « Oui, ça se tient ». Exactement. C'est une manière naturelle de montrer que tu comprends la logique de quelqu'un. Et une autre expression très utile, « Je vois ce que tu veux dire ». Oui, je vois ce que tu veux dire signifie « je comprends ton idée » ou « je comprends ton point de vue ». C'est une façon très naturelle et polie de montrer qu'on écoute quelqu'un. Et cela montre du respect. Tu montres que tu fais attention et que tu essayes réellement de comprendre. Ce qui est très important dans une vraie conversation. Les gens aiment sentir qu'on les écoute. Absolument. Encore une expression. Pas de souci. Oh, j'adore, pas de souci. C'est tellement détendu et positif. Pas de souci signifie « ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas » ou « aucun problème ». Par exemple, quelqu'un s'excuse et tu réponds « pas de souci ». Exactement. Cela signifie « tout va bien ». Et c'est une expression très courante dans le français quotidien. Très courante et très amicale. Alors, chers auditeurs, ce sont des expressions qui vont rendre votre français beaucoup plus naturel. Écoutez-les, répétez-les, utilisez-les et essayez de les intégrer progressivement à votre vocabulaire. Et plus vous les entendrez en contexte, plus elles deviendront naturelles. Maintenant, parlons de l'une des façons les plus populaires et agréables de pratiquer la compréhension orale en français, les séries et les films. Oh oui, beaucoup de personnes adorent cette méthode parce qu'elle permet de se divertir et d'apprendre en même temps. Exactement. Mais il existe une bonne manière et une mauvaise manière d'utiliser les séries pour progresser, et beaucoup de personnes utilisent malheureusement la mauvaise méthode. Vraiment? Quelle est la mauvaise méthode? La mauvaise méthode consiste simplement à regarder un film français avec des sous-titres dans ta langue maternelle. Tu profites de l'histoire, mais tu n'améliores pas beaucoup ta compréhension orale. Parce que ton cerveau lit la traduction au lieu d'écouter réellement le français. Exactement. Ton cerveau choisit le chemin le plus facile. Il lit les sous-titres et arrête progressivement d'essayer de comprendre la langue. Alors, quelle est la bonne méthode? La bonne méthode, c'est ce que j'appelle le visionnage actif. Je vais expliquer comment faire. Oui, s'il te plaît. Étape numéro 1, choisis une série ou un film qui n'est pas trop difficile. Il faut que le français soit relativement clair. Pas trop d'argot, pas des dialogues extrêmement rapides. Exactement. Quels types de séries sont adaptés? Pour les débutants et les intermédiaires, je recommande des séries dans lesquelles les personnages parlent relativement clairement et vivent des situations faciles à comprendre. Par exemple, des comédies sur la vie quotidienne? Oui, des histoires sur les amis, la famille, le travail ou les situations quotidiennes. Parce que ces situations permettent de comprendre le contexte. Exactement. Et l'humour est parfois visuel. Donc même si tu rates quelques mots, tu peux encore comprendre ce qui se passe. D'accord? Étape numéro 2. Regarde un court extrait, peut-être 2 ou 3 minutes, avec des sous-titres en français. Sous-titres français, pas sous-titres dans ta langue. Correct. Regarde l'extrait avec les sous-titres français. Essaye surtout d'écouter, mais utilise les sous-titres pour confirmer ce que tu entends. Donc les sous-titres sont comme un filet de sécurité, pas ton principal moyen de comprendre. Exactement. Un filet de sécurité. Tu essayes d'abord d'entendre les mots, puis les sous-titres confirment ce que tu as entendu. Et l'étape numéro 3? Regarde exactement le même extrait une deuxième fois, mais sans sous-titres. Oh, ça fait peur. Je sais. Mais après l'avoir regardé avec les sous-titres, cela devient beaucoup moins effrayant, parce que tu sais déjà ce que les personnages disent. Donc, maintenant, tu peux te concentrer sur la manière dont ils le disent. Exactement. Le rythme, l'intonation, la prononciation, les liaisons et les réductions. Ah, c'est intelligent. D'abord, tu comprends quoi? Ensuite, tu observes comment. Exactement. Puis vient l'étape 4. Choisis une phrase ou une expression que tu as entendue et que tu aimerais retenir. Écris-la, Dis-la à voix haute. puis essaye de l'utiliser dans une nouvelle phrase.
Donc, avec chaque extrait, tu peux apprendre au moins une nouvelle expression. C'est une excellente habitude. Une expression par jour. Après un mois, tu en connais environ 30 de plus. Après un an, cela peut représenter plus de 300 expressions. Waouh, ça s'accumule très rapidement. Oui. Et ce ne sont pas seulement des expressions sorties d'une liste de vocabulaire. Ce sont des phrases que tu as entendues dans une vraie situation. Ce qui les rend beaucoup plus faciles à mémoriser. Et beaucoup plus utiles dans de vraies conversations. À 100%. Le vocabulaire appris dans un contexte reste beaucoup mieux dans notre mémoire que des mots isolés dans une liste. C'est tellement vrai. Personnellement, je retiens beaucoup mieux un mot quand je l'entends dans une histoire ou une situation. Nous sommes nombreux comme ça. Notre cerveau adore les histoires. Maintenant, voici une question que tous les apprenants de français doivent se poser. Que faire quand on ne comprend pas? Oh oui. Parce que cela arrive à tout le monde, même aux apprenants avancés. Et parfois même aux francophones. Oui, c'est vrai. Alors, quelle stratégie peut-on utiliser? Stratégie numéro 1, ne panique pas et ne t'arrête pas d'écouter. Ne pas paniquer. Cela semble simple, mais en réalité, c'est très difficile. Je sais. Quand nous ne comprenons pas quelque chose, notre première réaction peut être « Oh non, j'ai raté ça. Je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe ?» Et ensuite, nous nous concentrons sur la panique, au lieu de continuer à écouter. Exactement. Et à cause d'une seule phrase ratée, tu peux finir par perdre les 5 phrases suivantes. Donc la première règle est simple, respire, reste calme et continue. Même si tu as raté quelque chose? Oui, parce que la conversation continue. Et très souvent, la suite de la conversation t'aidera à comprendre ce que tu avais raté. Ah oui. Parfois, si tu continues simplement à écouter, le sens devient plus clair grâce à ce qui vient après. Exactement. Le contexte est ton meilleur ami. Les mots qui entourent la partie difficile peuvent t'aider à comprendre. D'accord. Stratégie numéro 2? Utilise ta connaissance du monde, pas seulement ta connaissance du français. Oh, c'est intéressant. Explique-nous. Quand tu écoutes quelqu'un parler français, tu ne pars pas de zéro. Tu connais déjà beaucoup de choses sur la vie, sur le monde et sur les situations quotidiennes. Et tu peux utiliser ces connaissances pour comprendre. Exactement. Par exemple, si quelqu'un parle d'un restaurant, même si tu ne comprends pas chaque mot, tu sais déjà comment fonctionne un restaurant. Tu sais qu'on peut commander, choisir un plat, demander l'addition ou payer. Voilà. Donc tu peux utiliser toutes ces connaissances pour deviner le sens. C'est ce qu'on appelle les connaissances antérieures ou les connaissances de contexte. Et c'est extrêmement puissant. Donc, écouter du français, ce n'est pas seulement connaître du vocabulaire. C'est aussi réfléchir. Oui. L'écoute est un processus actif. Tu devines, tu anticipes, tu vérifies et tu ajustes constamment, même sans t'en rendre compte. C'est fascinant. D'accord. Stratégie numéro 3? Demande une clarification. Si tu es dans une vraie conversation et que tu ne comprends pas quelque chose, tu as tout à fait le droit de demander. Mais certaines personnes sont gênées de le faire. Je sais. Pourtant, il n'y a aucune raison d'avoir honte. Demander une clarification montre simplement que tu veux comprendre correctement. Et les francophones demandent eux aussi de répéter. Tout le temps. Alors, voici quelques phrases très utiles pour demander une clarification. Oui, partage-les. Numéro 1. Pardon, vous pouvez répéter? C'est très poli. Tu demandes simplement à la personne de dire la même chose une deuxième fois. Pardon, vous pouvez répéter? Très bien. Numéro 2. Désolé, je n'ai pas bien entendu. Cela veut dire que tu n'as pas entendu clairement. Désolé, je n'ai pas bien entendu. Et tu peux aussi dire « Je n'ai pas bien compris ». Oui, c'est une bonne différence, parce qu'entendre et comprendre ne sont pas exactement la même chose. Exactement. Tu peux entendre les mots, mais ne pas comprendre leur sens. Ou tu peux comprendre les mots, mais ne pas comprendre l'intention de la personne. Très juste. Une autre phrase très utile est « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Ou dans une situation plus informelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela s'utilise quand tu as entendu les mots, mais que tu ne comprends pas exactement le sens. Donc, vous pouvez répéter, concerne surtout ce que tu as entendu, tandis que « qu'est-ce que vous voulez dire ?» concerne le sens. Exactement. Et parfois, le problème vient de l'ironie ou du sarcasme. Oh, le sarcasme. C'est très difficile à comprendre dans une langue étrangère. Absolument, parce que le sarcasme consiste souvent à dire quelque chose alors que l'on pense le contraire. Il faut comprendre l'intonation et le contexte. Par exemple, quelqu'un regarde par la fenêtre et dit « Génial, il pleut encore ». Mais la personne n'est pas vraiment heureuse qu'il pleuve. Elle est probablement agacée. Exactement. Et si tu ne comprends pas le ton,
tu peux croire qu'elle trouve vraiment la pluie géniale. Le français peut être vraiment piégeux. Oui, mais il devient aussi très amusant quand tu commences à comprendre ce genre de détails. Nous avons parlé un peu des accents tout à l'heure, mais j'aimerais aller plus loin, parce que les accents représentent un vrai défi pour beaucoup d'apprenants. Oui. Et beaucoup d'apprenants n'osent pas dire qu'ils ont du mal avec certains accents. Ils pensent, je devrais comprendre cette personne. Pourquoi est-ce que je ne comprends rien? Mais en réalité, c'est complètement normal de trouver certains accents plus difficiles que d'autres. Même les francophones peuvent parfois avoir besoin de quelques minutes pour s'habituer à un accent. Absolument. Parlons de quelques grandes variétés de français et donnons des conseils. Très bien. Commençons par le français de France, qui est probablement la variété que beaucoup d'apprenants rencontrent en premier dans les cours et les manuels. Et c'est aussi la variété qu'on entend beaucoup dans les films, les séries et les médias produits en France. Oui. Mais même en France, il n'existe pas un seul accent. Exactement. Quelqu'un de Paris peut parler différemment d'une personne du sud de la France, de Marseille, de Toulouse ou d'une région du Nord. Et certains accents régionaux peuvent être très marqués. Ensuite, il y a le français québécois. Oui, le français québécois possède une prononciation particulière, un rythme différent et plusieurs expressions qu'on n'utilise pas toujours de la même manière en France. Par exemple, au Québec, tu peux entendre magasiner pour dire faire les magasins. Ou des expressions typiques qui peuvent surprendre un apprenant habitué au français de France. Mais après suffisamment d'exposition, cela devient beaucoup plus facile. Exactement. Il y a aussi le français belge et le français suisse. Oui, avec leurs propres particularités de vocabulaire et de prononciation. Par exemple, certains nombres peuvent varier selon les régions. En Belgique et en Suisse, tu peux entendre 70 pour 70. Et en Suisse, on peut également entendre 90 pour 90. Donc, un apprenant peut connaître 70 et être surpris d'entendre soudain 70. Exactement. Pourtant, les deux appartiennent au monde francophone. Et pour les apprenants, tout cela peut sembler très déroutant au début. Mais voici notre conseil. N'essaye pas d'apprendre tous les accents en même temps. Commence par un accent principal. Habitue-toi à lui. Puis expose-toi progressivement aux autres. Et rappelle-toi qu'avec suffisamment d'exposition, les accents deviennent de plus en plus familiers. Je me souviens de la première fois que j'ai regardé une émission québécoise avec un accent très marqué. J'avais l'impression d'avoir besoin de sous-titres. Mais après avoir entendu davantage de contenu québécois, ton oreille commence à s'adapter. Exactement. Et écouter de la musique francophone de différentes régions peut aussi aider. Oui. La musique est une excellente façon de s'habituer au son d'un accent, même si la prononciation chantée n'est pas toujours identique à la parole quotidienne. Et tu peux écouter la même chanson des dizaines de fois, sans te lasser. C'est vrai. Tu ne reliras probablement pas la même page d'un manuel 100 fois. Mais tu peux écouter ta chanson préférée 100 fois, sans même y penser. Alors, utilise la musique à ton avantage. Écoute des chansons en français. Essaye de comprendre les paroles. Vérifie les mots quand c'est nécessaire. Et surtout, sois patient avec toi-même quand tu découvres un nouvel accent. Cela prend du temps, mais cela devient plus facile, je te le promets. Moi aussi, je le promets. Et le plus important, c'est de continuer à écouter. La variété est utile. Plus tu entends d'accents différents, plus ta compréhension devient flexible. Nous arrivons maintenant à l'une de mes parties préférées. Nous allons pratiquer de vraies situations de conversation. Oh oui, c'est ici qu'on passe vraiment à la pratique. Vous êtes prêts? Nous allons jouer quelques situations de la vie quotidienne. Pendant que nous parlons, essayez de suivre et de comprendre. Vous pouvez arrêter l'audio si nécessaire. Faisons le scénario numéro 1. Commandeur dans un café. Parfait. Je serai le client, et toi, Coralie, tu travailleras au café. D'accord. Prête. Bonjour. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Bien sûr. Quelle taille souhaitez-vous? Petit, moyen ou grand? Moyen, s'il vous plaît. Et est-ce que je peux l'avoir avec du lait d'avoine? Bien sûr. Vous désirez autre chose? Oui, en fait. Je vais aussi prendre un muffin aux myrtilles. Très bien. Cela fera 5,50 €. Vous payez en espèces ou par carte? Par carte, s'il vous plaît. Parfait. Votre commande sera prête dans environ 5 minutes. Je peux avoir votre prénom pour la commande? Guillaume. Parfait, Guillaume. Je vous appelle quand ce sera prêt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Très bien. Pause. Regardons maintenant quelques expressions importantes de cette conversation. Premièrement, je voudrais. C'est une façon très courante et polie de commander quelque chose. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Et dans un contexte plus détendu, on peut aussi entendre « je vais prendre un café ». Je vais prendre un café.
Une autre expression importante. Vous payez en espèces ou par carte? En espèces signifie avec de l'argent liquide. Par carte signifie avec une carte bancaire. Et l'employé a dit « Bien sûr ». C'est une manière simple et amicale de dire oui. Très bien. Passons au scénario numéro 2. Cette fois, c'est un appel téléphonique. Les appels téléphoniques sont très utiles à pratiquer parce que tu ne peux pas voir l'autre personne. Tu n'as que la voix. Je vais t'appeler. Dring, dring. Allô? Salut Coralie, c'est Guillaume. Je te dérange? Oh, Guillaume, salut. Non, pas du tout. Ça va? Oui. Je voulais juste vérifier. C'est toujours bon pour le dîner ce soir? Oui, absolument. 19h, c'est ça? Oui, 19h. Je vais juste avoir environ 10 minutes de retard. Désolé. Pas de souci. Je vais prendre une table et je t'attendrai. Parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Salut. Très bien. Regardons les expressions importantes. Je te dérange? C'est une manière très naturelle de vérifier si la personne est disponible pour parler. Si la personne est occupée, elle peut répondre « En fait, je suis en réunion. Je peux te rappeler plus tard ?» Et te rappeler signifie appeler de nouveau plus tard. Ensuite, « C'est toujours bon pour le dîner ?» Cela signifie est-ce que le plan est toujours confirmé? Est-ce qu'on se voit toujours ce soir? On peut aussi dire simplement « C'est toujours prévu pour ce soir ?» Très naturel et très courant. Et j'ai dit « Je vais prendre une table ». Ici, prendre une table signifie simplement s'installer ou réserver une place pour nous. Comme prendre un café, prendre un verre, prendre une place. Ce sont des usages très naturels du verbe prendre en français. D'accord. Faisons encore un scénario. Scénario numéro 3, demander son chemin. Très bien. Je serai une habitante du quartier, et toi, Guillaume, tu seras un touriste. D'accord. Excusez-moi, désolé de vous déranger. Est-ce que vous savez où se trouve la station de métro la plus proche? Bien sûr, vous allez continuer tout droit dans cette rue. Ensuite, vous allez voir un grand feu au carrefour. Vous tournez à gauche à cet endroit. À gauche, au feu. D'accord. Ensuite, continuez tout droit pendant 2 ou 3 minutes et vous verrez la station sur votre droite. Vous ne pouvez pas la rater. Il y a un grand panneau bleu. Sur ma droite, panneau bleu. Ça a l'air assez simple. Et il faut combien de temps pour y aller à pied? D'ici, je dirais environ 5 à 7 minutes. Parfait, merci beaucoup. Vous m'avez vraiment aidé. Pas de problème, bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Regardons maintenant les expressions utiles. Excusez-moi, désolé de vous déranger. C'est une façon polie d'attirer l'attention de quelqu'un. Excusez-moi, désolé de vous déranger. Ensuite, continuez tout droit. Tout droit signifie continuer sans tourner. Et l'expression « vous ne pouvez pas la rater ». J'adore cette expression. Cela signifie que l'endroit est tellement facile à voir que la personne le trouvera presque forcément. Donc, vous ne pouvez pas la rater veut dire c'est très visible, vous allez facilement la trouver. C'est une phrase rassurante à dire à quelqu'un qui cherche son chemin. Et j'ai demandé combien de temps cela prenait. Tu as répondu « je dirais environ 5 à 7 minutes ». Je dirais, est utilisé pour donner une estimation, pas une réponse totalement exacte. Très naturel et très courant. Entraînez-vous avec ces phrases. Waouh, quelle aventure aujourd'hui. Nous avons vu énormément de choses. Guillaume, est-ce que tu peux faire un petit résumé? Avec plaisir. Aujourd'hui, nous avons parlé des raisons pour lesquelles comprendre le français oral peut être difficile. Nous avons appris la différence entre l'écoute active et l'écoute passive. Nous avons parlé des habitudes quotidiennes d'écoute. Nous avons expliqué quel type de contenu choisir selon son niveau. Nous avons exploré la parole naturelle, les liaisons, les enchaînements et les réductions. Nous avons appris plusieurs expressions courantes du français quotidien. Nous avons parlé de la manière d'utiliser les films et les séries efficacement. Nous avons vu plusieurs stratégies pour continuer à comprendre, même lorsqu'un passage est difficile. Nous avons exploré différents accents du monde francophone. Et nous avons pratiqué plusieurs situations de conversation réelles. Waouh, cela fait beaucoup de contenu. Oui, vraiment. Mais j'espère que tout cela vous a aidé et que vous ne vous sentez pas trop dépassé. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Avancez étape par étape. Une habitude à la fois. Une expression à la fois. La régularité est le secret. Un petit peu chaque jour, c'est déjà énorme. Et soyez patient avec vous-même. Apprendre une langue prend du temps. Il y a de bons jours et des jours plus difficiles. Les deux sont complètement normaux. Et pendant les jours difficiles, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi ton objectif. Peut-être que tu veux voyager en France ou dans un pays francophone. Peut-être que tu veux obtenir un meilleur emploi.
Peut-être que tu veux parler avec des amis francophones. Ou peut-être que tu veux simplement regarder ta série française préférée sans sous-titres. C'est un objectif totalement valable. Absolument. Quelle que soit ta raison, c'est une bonne raison. Continue. N'abandonne pas. Nous croyons en vous. Vraiment. Chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo et qui essaye d'améliorer son français est déjà en train de faire quelque chose d'important. Vous agissez, et c'est l'étape la plus importante. Maintenant, avant de partir, nous voulons vous poser une question et nous voulons vraiment connaître votre réponse. Oui. Voici la question du jour pour les commentaires. Vous êtes prêts? Dites-nous dans les commentaires quelle est votre plus grande difficulté quand vous écoutez du français. Est-ce la vitesse? Les accents? Le vocabulaire? Les liaisons et les mots qui se mélangent? Ou quelque chose d'autre? Nous aimons vraiment lire vos réponses. Et vos commentaires nous aident à créer de meilleures vidéos pour vous. Si cette vidéo vous a aidé aujourd'hui, même un petit peu, pensez à mettre un j'aime. Cela aide vraiment Talk Paris à grandir, et cela nous montre que vous souhaitez davantage de contenu comme celui-ci. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Talk Paris, vous pouvez vous abonner maintenant. Nous publions régulièrement de nouvelles vidéos pour vous aider à apprendre le français, et nous ne voulons pas que vous les manquiez. Nous avons encore beaucoup de sujets intéressants à venir. Des sujets qui vous aideront à améliorer votre compréhension orale, votre expression, votre vocabulaire et votre confiance en français. Alors, abonnez-vous et activez aussi les notifications pour savoir quand une nouvelle vidéo de Talk Paris est publiée. D'accord, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Cela compte vraiment beaucoup pour nous. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et nous espérons vous revoir très bientôt. Continuez à pratiquer. Continuez à écouter. Continuez à parler. Et souvenez-vous, votre français s'améliore chaque jour, même lorsque vous n'avez pas l'impression de progresser. Même lorsque vous n'avez pas l'impression de progresser. C'est tellement vrai. Prenez soin de vous. Nous vous retrouvons dans la prochaine vidéo de Talk Paris. À très bientôt. Salut tout le monde. Salut.